Toutes les femmes sont des reines, certaines plus reines que les reines. Bonsoir, chers internautes de Wow Africa TV. Ravi de vous retrouver encore une fois ci une nouvelle émission bii di Micro Femme. Alors tey jii nag damay commencer rek nuyu leen ci wolof mais dama leen di xamal ni émission bi yëpp ci intégralité ci français la ñu koy def ndax ki may dalal dégg na olof gaa mais français la gën a mën ba tax na je suis ravie de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, vous me voyez sur mon 31. Je ressemble à une Miss, n'est-ce pas? Alors sachez qu'aujourd'hui, la femme que je reçois est une femme charismatique, une très belle femme, avec beaucoup de charisme. Elle est imposante, machallah, elle est belle. Sachez qu'aujourd'hui, je reçois la Miss Safietou Kabengele. Comme aujourd'hui, je suis contente de la recevoir. Bonsoir Safietou. Bonsoir, bonsoir Ça Kali. bien? Je suis Ça va ravie et de te vous? retrouver. Alors, je tenais à t'offrir ce bouquet de fleurs parce que tu ressembles à une fleur et te donner genre une seule rose ne suffit pas. Oh Donc, je vais my te donner ce God. bouquet pour te dire bienvenue et merci pour cet honneur. Merci mille fois pour le bouquet. Franchement, merci beaucoup. On est content. Et je sais pas si vous avez enquêté sur moi, mais je suis une amoureuse des fleurs et des Ah, ça plantes. fait plaisir. Donc franchement, en plus ça sent super bon. Merci Donc beaucoup. merci beaucoup. Kali. Alors, Merci on va beaucoup. passer tout de suite sur le plateau et on va découvrir un peu plus Safietou Kabengele. C'est tout de suite. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, je vous l'ai dit, je reçois une femme magnifique. Et aujourd'hui, on va essayer d'apprendre à la connaître un peu plus, voir le côté un peu sénégalais, un peu cocolé. On va voir ça un peu plus tard dans la discussion. Mais pour ma première question, Safietou, j'aimerais savoir pourquoi dans tes interviews tu t'appelles Saf? Pourquoi Saf? Alors là, en plus c'est purement, ça vient de ma jeunesse en fait, de ma jeunesse passée ici au Sénégal. Saf, ça veut dire quoi en Wolof? Ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire quoi? Ça a été mon diminutif parce que j'étais vraiment la têtue, celle qui voilà, bougeait tout le temps, qui était tout le temps là, voilà, pimentée quoi. Après, il y en a beaucoup qui ont tourné ça d'une autre manière en disant que oui, elle est très belle, Saf, elle est juste, voilà, physiquement, elle est juste très belle, mais j'ai gardé ça par rapport à mon enfance, je dirais. Donc j'ai préféré, oui, Saf, c'est plus court et puis ça me représente vraiment, on va dire. Effectivement, et ça n'a pas changé jusqu'à maintenant. Donc, je vais rester sur ton enfance et j'aimerais savoir aujourd'hui, si tu avais un mot qui puisse définir ton enfance, quel mot allais-tu choisir et pourquoi? Quel mot pour définir mon enfance? Je dirais unique. Une enfance unique, atypique. Je considère qu'on a tous un parcours qui est unique, vraiment. Qu'on passe de famille en famille, il y aura personne qui aura le même parcours que nous, la même famille que nous. Et personnellement, je considère que mon histoire est unique et mon enfance en fait partie de cette unicité. Effectivement. Alors, je reste toujours dans ceci. On voit aujourd'hui une femme imposante, une femme qui a confiance en elle. Est-ce que depuis toujours tu as été cette femme ou bien tu étais du genre un peu timide ou un peu rebelle étant adolescente? Alors, vous avez répondu à la question. J'étais clairement ce type de femme-là à l'époque. Après, voilà, je dirais que c'est un process. Aujourd'hui, je suis cette femme affirmée, imposante, comme on peut le dire, tout simplement parce que j'ai décidé de l'être. Je l'ai travaillé sur des années. J'ai eu des expériences qui m'ont poussée à m'affirmer et qui m'ont obligée à avoir confiance en moi. Sinon, j'allais me perdre dans cette société qui me bouffait petit à petit. Donc, c'est tout simplement le cycle de ma vie. J'ai eu certaines périodes de ma vie qui m'ont permis de me révéler, de me découvrir et surtout d'en apprendre beaucoup plus sur moi. Donc, je dirais que ce self-confidence que j'ai vient tout simplement de ces hauts et bas, surtout les bas que j'ai traversés dans ma vie. Mais sinon, avant, oui, j'étais un peu la rebelle. En plus, j'étais garçon manqué. J'étais un petit peu dans mon coin parce que j'arrivais pas à m'intégrer. Voilà, pendant une certaine période de ma vie, j'avais mon petit groupe d'amis et c'était eux et personne d'autre qui étaient issus du coup de la diaspora, du monde entier, on va dire entre guillemets. Et en grandissant dans l'adolescence, c'est vrai qu'on se sent rejeté.
Oui. quand on n'appartient pas à ce groupe d'appartenance stylé, à la mode, avec toutes les dernières fringues, avec voilà, un style bien propre à, voilà, à la société actuelle. Et de par ma taille et surtout, je dirais, mon profil, j'ai été, on va dire, plus ou moins harcelée, dans le sens où, à la fin des années collège, j'étais la fille la plus grande, même pas la fille, la personne la plus grande du collège. Au lycée, pareil. Donc, les garçons s'amusaient à me considérer un peu comme leur maître. Vous voyez, les fils qu'on utilise pour mesurer un peu les personnes. Voilà, j'étais considérée comme un maître dans le sens où, à chaque retour de vacances, on me prenait comme un objet, quoi. On se mettait à côté de moi, on me disait ah bah tiens, j'ai grandi, ah bah tiens, j'ai pris une tête, ah bah tiens, regarde. Et voilà, on m'appelait la girafe. J'avais tout le temps des pantalons sautés parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'enseigne qui était spécialisée dans les tôles. C'était que des affaires standards. Et j'avais pas encore trouvé mon identité. Franchement, en soi, le côté rebelle vient de cet agacement, en fait, de ne pas réussir à trouver ma place. Et voilà, je suis passée par tout plein d'épreuves dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis celle que je suis aujourd'hui. Et alhamdulillah, c'est la seule chose que je peux dire. Machallah. Alors, on voit que vous avez parlé des hauts et plus des bas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a tiré plus vers le haut quand vous étiez vraiment au plus bas? Est-ce votre éducation, Mon l'aspect éducation. familial? Ouais, mon éducation et ma maman. Je dirais que ma maman, qui est aujourd'hui voilà, ma best friend, beaucoup pensent que c'est ma sœur, mais c'est bien ma maman, hein, c'est bien elle. Voilà, elle est toute fraîche, elle est toute dynamique, elle est comme moi. C'est vrai qu'on a les mêmes mimiques. Et à travers rien que ma personne, on peut justement voir l'éducation qu'elle m'a inculquée. Et il est vrai que de par sa présence, je suis qui je suis aujourd'hui. Elle m'a éduquée à être une femme forte parce qu'elle m'a montré qu'elle était une lionne. Elle m'a montré que j'étais issue d'une famille de guerriers. Et elle m'a toujours inculqué ça. Même si au départ, voilà, j'étais tout le temps petite pleurnicharde qui faisait un petit peu des caprices parce que elle avait pas ci, elle avait pas ça, elle comprenait pas pourquoi elle était pas intégrée. Mais elle était vraiment dans le n'envie personne. C'est pour ça que même là, actuellement, qui suis dans le monde du showbiz, avant même d'y entrer, je n'arrivais pas à être impressionnée par les célébrités. Je n'arrivais pas à envier les personnes qui avaient réussi. Je les admirais parce que je me demandais comment ils avaient fait, plutôt que juste être fanatique et m'en arrêter là. Et donc c'est vrai que grâce à son éducation, bah, j'ai pu grandir dans une certaine bulle et une certaine atmosphère dans laquelle j'ai été conditionnée à me battre chaque jour que Dieu fait, tout le temps. Et je pense que grâce à ça, j'ai développé un mental d'acier. Mais ce mental-là est un peu contrebalancé par un trait de caractère que j'ai qui est l'hypersensibilité. Je suis hypersensible et c'est un trait de caractère que j'ai découvert il y a quelques années même. Parce que je ne comprenais pas certains comportements que j'avais, les émotions que je n'arrivais pas à maîtriser. Et c'est vrai qu'elle a fait partie aussi de cette compréhension. Avant, je le reniais totalement. Elle me disait toujours, Safietou, fais attention, ça va te faire mal. Safietou, tu es comme si tu es quelqu'un de sensible. Et c'est vrai que pendant l'adolescence, quand on dit qu'on est sensible, on entend faible. Quand on entend hypersensible, on entend fragile. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter étant jeune parce qu'on veut prouver qu'on est fort, qu'on est leader, qu'on est ci, qu'on est ça. Et moi, je ne l'acceptais pas. Ah, même comme disait Safietou, tu es une dépendante affective. Fais attention, tes amis, tu as toujours besoin d'eux pour te sentir bien. Arrête. Et je disais, non, moi, je suis une leader, tu vas voir, je vais te montrer. Et au fur et à mesure du temps, de déception en déception, j'ai compris que ce qui me faisait le plus mal, c'était la trahison, c'était le manque de respect, c'était toutes ces choses-là, en fait, que je n'arrivais pas à assimiler immédiatement et qui me blessaient, mais fois 1000, par rapport à une personne, voilà, on va dire lambda, on va dire entre guillemets. Donc oui, c'est un petit peu cette balance-là que j'ai et qui fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Alors, parlons toujours d'éducation. Est-ce qu'aujourd'hui, votre éducation ou bien l'environnement familial, y a-t-il quelque chose entre ces deux-là qui vous a poussé à rentrer dans, ou bien avoir même désiré le milieu des concours de beauté, etc. Alors, comme je l'ai dit assez souvent dans mes interviews, j'ai été jetée dedans. Mais j'ajouterais à ça que je n'arrive toujours pas à en fait imaginer ou alors comprendre comment
à cette époque où j'étais encore perdue, où j'étais encore en train de me chercher, ma famille, mes amis, mes proches arrivaient à voir ce potentiel-là que j'exploite aujourd'hui. À l'époque, on voyait juste une jeune nana voilà, qui se cherchait, qui avait des baggies, qui avait des cargos, qui faisait du BMX, qui faisait du skate, qui aimait les sensations fortes et qui était une gameuse. Donc j'étais beaucoup à la maison, j'étais casanière, j'avais toutes les consoles, ça c'était vraiment, j'étais gâtée sur ça, je vais pas me plaindre. Et bah, avec tout ça, je me dis, j'ai perdu le fil de ce que j'ai dit là. Je dis, c'est quoi la question? C'est quoi la Je question? pense que tellement tu étais casanière que, à force de raconter ça, tu t'es remis dans Oui, ça. en fait, je me suis remise dans le cadre un petit peu là. Je me suis. Aujourd'hui, le cadre familial par rapport à toi, qu'est-ce qui t'a poussé? Ah, voilà, c'était ça la question. Oui. Excusez-moi. J'étais très vite là, ça m'a. Voilà, une époque un peu qui me rend nostalgique. Mais c'est vrai que voilà, encore une fois, j'arrive pas en fait à déceler le truc qu'ils ont vu chez moi. Parce que maintenant, j'ai énormément de recul sur moi. J'ai énormément de recul sur mon parcours, sur la personne que j'ai été et la personne que je suis maintenant. Et je me dis, mais comment moi, je vois une nana comme moi à l'époque, je la regarde, je me dis, ouais, je suis comme les autres. Donc, c'est vraiment grâce à eux que je me suis lancée parce qu'ils forçaient. On va le dire, ils forçaient. Ils me forçaient à mettre un pied dedans juste pour voir. C'était un peu leur cobaye. Donc, je me suis prêtée au jeu et ça a commencé par Miss Sénégal France. Après, j'ai été mannequin. Après, j'ai été en freelance, etc. J'ai fait quelques Fashion Week et je suis rentrée vraiment dans le monde des concours de beauté à partir de Miss Normandie, qui est un concours régional pour Miss France. Et là, tout a commencé. Ouais. Et je me suis redécouverte dans ce monde-là que je ne connaissais pas du tout, que je ne regardais même pas et que je ne... Comment dirais-je? Qui ne m'attirait même pas. Je ne me retrouvais pas dedans. Pour moi, c'était un monde superficiel, à paillettes, qui ne me représentait pas. Moi, j'aimais bien la boue, j'aimais bien les sensations fortes, j'aimais bien tout ce qui était le foot, le basket. Voilà, j'étais quelqu'un qui croquait la vie et qui n'avait pas besoin d'être dans le physique ou dans l'apparence pour se sentir bien. Donc, ça a été un challenge. Je suis une challengeuse, voilà, j'aime bien tout ce qui est challenge, donc je me suis prêtée au jeu et je suis là aujourd'hui, devant toutes ces caméras aujourd'hui, à expliquer mon parcours et c'est une fierté quand même de les avoir écoutés et de m'y être prêtée au jeu. Alors, on reste toujours dans ça, par rapport à ta jeunesse et à ton adolescence, où tu as expliqué dans une interview avoir eu un début de cancer à l'âge de 19 ans. Exactement. C'est très sensible et difficile pour toi, mais on aimerait aujourd'hui que tu reviennes un tout petit peu plus par rapport à ça et nous expliquer comment as-tu vécu ce moment très important de ta vie. La fameuse période. Alors, oui, en effet, la petite cicatrice que vous voyez ici, là, c'est pour moi une marque de guerrière, je dirais. C'est une cicatrice qui représente mon parcours, qui représente les combats que j'ai pu mener. J'ai eu un début de cancer de la thyroïde à l'âge de 19 ans. Ma thyroïde a commencé à être dysfonctionnelle à mes 11 ans. Et c'est après que j'ai compris que c'est par rapport à tout ce que j'ai pu traverser. En fait, la thyroïde, qui est un organe hormonal primordial et primaire au fonctionnement du corps humain, dès qu'il prend un choc émotionnel ou un choc vraiment psychologique, il a tendance à dysfonctionner. Et de mes 11 ans à mes 19 ans, j'avais des rendez-vous annuels pour pouvoir stabiliser. Sauf que, ce qui veut dire qu'une année a fallu pour que ce nodule cancéreux vienne. Ma mère a toujours été derrière moi pour veiller à ce que ma santé soit stable. Et voilà, j'étais un peu têtue, voilà, j'étais rebelle. J'ai approché les 18 ans et je disais, oui, je veux être indépendante, t'as plus besoin de t'occuper de moi. Elle a dit, ah oui, tu es sûre? Je l'espère. Marne. Donc elle m'a vraiment donné tous les frais qui me concernaient, etc. Et c'est là où j'ai commencé à travailler et j'ai commencé à prendre conscience aussi de la valeur de l'argent. C'est pour ça que je suis devenue indépendante très vite, parce qu'elle m'a jetée dans le monde des adultes comme ça, je dirais. Et à cette période-là, c'est vrai que ma santé, je n'y prêtais même pas attention. Parce que c'était à partir du moment où je respirais que je pouvais tout simplement vivre, que j'étais en bonne santé, on va dire. Donc, moi, je respire, tout va bien. Vraiment. Voilà, ma maman avait
a eu ce réflexe. Je pense que c'est pas toutes les mamans qui auraient osé en fait jeter son enfant dans le monde des adultes juste pour que l'enfant se prenne des gifles rapidement et qu'il voit de lui-même. Parce que c'est vrai que j'étais très de Colbop, donc ça veut dire qu'elle me disait des choses et j'en faisais qu'à ma tête. C'est vrai que je l'écoutais jamais. J'étais C'est comme ça. mais Ah oui. elle m'a bien tenue. Donc une année a fallu pour que ce nodule se révèle. Parce que après avoir repris un petit peu la main sur mes charges, sur tout ce qui est suivi médical, comme je l'ai dit, moi à partir du moment où je respire, tout va bien. Ouais. À partir du moment où il n'y a rien de visuel, tout va bien. Sauf que je m'étais habituée en fait à voir mon goitre thyroïdien, donc ma gorge gonflée. Je pensais que c'était ma morphologie. J'avais une grosse boule en fait ici, qui prenait toute cette place-là et ça représentait 36 nodules. 36 petits nodules comme ça. Qui avait gonflé et en fait qui était en train d'étouffer mon goitre thyroïdien. Et c'est après avoir fait les analyses, parce que je faisais des malaises, j'avais des sauts d'humeur, je m'endormais comme ça en classe, mais c'est pas parce que j'étais fatiguée ou parce que je dormais pas ou parce que il y a des moments où j'avais juste mon cerveau qui se mettait en mode veille et je m'endormais. Même si le prof était devant moi, je m'endormais. Pareil, j'avais, comment dirais-je, des sauts d'humeur. Je comprenais pas pourquoi des fois je pleurais, j'avais des crises de colère. Pour moi, c'était encore une fois, j'avais un mauvais caractère. J'étais vraiment... Je me voilais la face. Pour moi, tout allait bien. C'était juste, voilà, on m'accepte comme je suis. Je suis comme ça et puis basta. Donc ce nodule s'est révélé et on a dû m'opérer d'urgence directement. Ça a été 1 ou 2 mois après, le temps qu'on fasse tous les diagnostics. Et ils ont décidé de m'enlever totalement l'organe. Ce qui veut dire que la cicatrice que vous voyez ici... il n'y a plus du tout de thyroïde. Je vis sous médicaments et je vais vivre sous médicaments jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est l'un de mes combats. C'est l'un de mes combats dans le sens où c'est, on va dire, un handicap invisible qui est très, très, très minimisé et négligé parce que les gens se disent « Oh, c'est juste hormonal ». Alors qu'à partir du moment où les hormones sont touchées, le corps est touché. La régulation du corps est touchée. Les émotions sont touchées. La psychologie, vraiment tout ce qui est psychologique est impacté. Même au niveau de la santé. Ça peut être nos défenses immunitaires, ça peut être le stress, la gestion du stress. Parfois les hormones on va être en hyperthyroïdie, en hypo. Si on est en hyper, les hormones vont peut-être s'agiter, on va être tout le temps stressé, tendu, on va avoir on va être tendu de partout en fait. C'est des conséquences qui sont très gênants sur le long terme et même à court terme. Et au quotidien, c'est extrêmement fatigant. Et quand on essaye d'expliquer aux gens, on nous répond tout simplement, oh, surtout aux femmes, et c'est une maladie qui est assez féminine, on va dire entre guillemets, on nous dit tout simplement, c'est vos hormones, c'est vos règles, c'est tout, ça va passer. C'est rien. Alors que nous, c'est quotidiennement en fait. Surtout si on n'est pas rigoureuse sur les médicaments. Mais là, alhamdoulilah, tout va bien. C'est vrai qu'après cette opération-là, la stabilisation était tellement dure. Oh, malheureusement, ma maman en a pris plein le visage. Elle est juste là, c'est pour ça qu'elle la regarde. Mais elle en a pris plein le visage dans le sens où elle-même, elle réapprenait à me connaître. Elle réapprenait à savoir qui est sa fille. Parce que j'étais encore plus sensible. Déjà que j'étais hypersensible, mais avec cet événement-là et cette opération, c'était décuplé. Donc il y avait même des fois, rien qu'avec le bruit, qui pouvait être trop fort, les larmes coulaient. Je pouvais pleurer, mais en sanglots. On me criait dessus, ou alors on haussait le ton sur moi, je criais en sanglots, enfin je pleurais en sanglots. Pareil, il y avait un petit truc qui me vexait, je pétais les plombs pendant au moins plusieurs heures. Et c'est plein de trucs comme ça qui, au quotidien, voilà, nous rendent exécrables. Et c'est juste que voilà, notre taux hormonal n'est pas ajusté. Et ça a duré pendant au moins 1 an. Parce que je suis de Globop encore une fois, et je disais oui, j'ai pas besoin de médicaments pour vivre. Et il y a une période là, après mon opération, où j'ai voulu faire un test. Oui, parce que mon corps du coup, c'est un petit peu voilà, mon laboratoire. Je voulais apprendre à connaître cet handicap que j'avais maintenant. Et en fait, quand on disait ce petit truc rikiki
contrôle ma vie, pour moi, c'était impossible. Sachant que je suis une personne qui a toujours grandi avec une médecine naturelle. Ouais. Donc, gingembre, citron, miel, Ouais. voilà. Ail. C'est le mélange de maman. Le mélange. Moi, mélange de maman. Et je vivais très bien comme ça. Mhm. C'est vrai qu'on n'était pas sous Doliprane ou sous truc, vraiment que quand on était malade. Donc, quand on passe de ça, vraiment traitement naturel, jusqu'à jeune adulte, et on se retrouve à prendre des médicaments tous les matins, Attends. on se dit non, c'est pas possible, c'est une blague. Donc, j'ai fait un test. Pendant 1 mois, j'ai arrêté le médicament. Ça m'a loupé. C'est-à-dire que pendant 1 mois, j'ai boycotté le médicament. Alors, entre dépression, entre pleurs tout le temps, entre malaise, entre perte de poids, je grossissais, j'avais de la boulimie à un moment donné, je mangeais tout et n'importe quoi, vraiment. Je m'acharnais sur tout le monde, je m'énervais sur tout le monde. J'étais dépressif. Je voulais plus rien faire. J'avais même des pensées suicidaires, vraiment, par moments. Et je comprenais pas pourquoi. Et c'est après que je me suis dit, ça peut pas être ça. Ben, en fait, si. Parce qu'on est parti, elle m'a oublié quand je l'ai annoncé à ma maman. J'ai dit oui, bah, parce qu'elle me dit à un moment donné, qu'est-ce que t'as? T'es en train de me taper sur le système, qu'est-ce que tu as? Et je lui ai dit, ouais, ça fait 3 semaines, j'ai pas pris mon médicament. Mais j'étais vraiment dans mon lit tout le temps. J'avais une période de boulimie, vraiment, c'était tout. Tout était mélangé. À un moment donné, elle me dit, va voir ton médecin parce que urgence, c'est pas normal. C'est pas normal. Et là, le médecin, docteur Lenoble, elle m'a dit une phrase. Une seule. Et même après ça, j'ai été têtue encore pendant des années. Mais elle m'a dit une phrase. Elle m'a dit, Safietou, tu es en train de te tuer à petit feu quand tu fais ça. Tu es en train de grignoter ton corps doucement. En gros, tu mènes ton corps vers la mort. Oui. C'est-à-dire que tu ne donnes pas ce qu'il faut à ton corps. Déjà qu'il y a un organe qui manque. Et toi, la seule chose qui le remplace, tu le boycottes. Si tu continues, bah, la suite arrivera. Même si elle arrivera lentement, elle arrivera. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'être assidue. C'est vrai que ma vie a été beaucoup mieux, mais vraiment beaucoup mieux, dans le sens où, au niveau de mon caractère ou alors de mes émotions, c'était beaucoup plus stable. Je pleurais plus pour rien. Et même tout ça, c'est un travail, en fait, au final. Mais avant tout, c'était le médicament et la stabilité. Parce que, à cause de ça aussi, si je n'étais pas rigoureuse, j'avais des chances de ne jamais avoir d'enfant. Ouais. Donc, ça m'a mis un petit peu des gifles. Et ça va, aujourd'hui, je vais bien. Je suis obligée parce que je suis très active, donc je ne peux pas me permettre d'avoir des sauts d'humeur ou quoi au caisse, sachant que je suis dans le monde du showbiz, donc je rencontre énormément de personnes et je ne peux pas me permettre d'être là à faire des caprices ou quoi au caisse. Donc voilà. Alors, effectivement, c'est une bonne chose de vous entendre expliquer ça en détail. Oui, c'est la première fois que j'explique en détail d'ailleurs. Et voilà, je profite à chaque fois de chaque interview pour donner un petit peu plus de détails. Mais c'est vrai que ce sujet-là, même sur les réseaux sociaux, on me dit tout le temps, parle-en, on n'en parle pas assez, on nous met de côté, parle-en, que les gens comprennent. Donc voilà, c'est le moment, je l'ai choisi et j'espère que... En espérant qu'elles ont toutes bien entendu aujourd'hui ton discours. Tout à l'heure, tu as parlé beaucoup de famille, beaucoup de ta maman qui t'a soutenue. Je t'ai demandé tout à l'heure comment toi tu l'as ressenti, mais par rapport à ta famille, comment eux, ils ont vécu cette situation? Bah, très inquiet. Très inquiet dans le sens où ma maman me lâchait plus. Vraiment, elle me lâchait plus. Pareil, mon papa pareil. Mon petit frère, même lui, il était au petit soin avec moi. Il me voyait ça, que mes petits frères en soi, ils sont un peu dans leur coin, ils font un peu les hommes, quoi, etc. Mais quand leur sœur est malade, oui, ils sont là. Vraiment, ils sont là. Ils sont là et voilà, ils prennent soin de moi. Mohamed surtout qui... Même, ne serait-ce que les petites attentions pour me donner le sourire, parce que pendant une longue période, surtout à cette période-là, j'avais perdu le sourire, je pleurais tout le temps. Des petites attentions comme le matin, il se réveille, il me fait des crêpes, il me fait mon petit-déj, il m'emmène plein de petits trucs, il me fait des omelettes, alors que c'était pas un cuistot, hein. Il était jeune en plus à l'époque. Il me faisait des omelettes, des crêpes, il venait me voir, il me disait ça va, tu veux rien, et il partait. Pourtant, mon petit frère, on a 4 ans d'écart. Donc, le voir comme ça me donnait tellement du baume au cœur. Donc, et je voyais qu'il était inquiet. Je voyais qu'il était inquiet de voir sa soeur comme ça. Ma maman, pareil. Je sais que ça l'impactait plutôt.
Et c'est une personne, en fait, qui ne montre jamais ses émotions quand on est dans une période très instable. C'est-à-dire que ce sera la femme forte qui va pas montrer une once de fragilité émotionnelle. C'est la lionne du foyer. Elle, pour elle, elle ne peut pas montrer qu'elle a peur. Elle ne peut pas montrer qu'elle est inquiète. Donc, elle limite à s'adresser à moi en mode « ça va ? Tu vas bien ? Tu as besoin de quelque chose ? Ok. Dis-moi juste. Hein. » Mais vraiment, elle était très « t'inquiète pas. » Il y a des moments, elle s'asseyait avec moi, à discuter un petit peu plus, voilà, pour que je puisse m'exprimer. Mais le reste du temps, c'était... elle employait en fait ce ton pour que je me dise, voilà, il faut que je me batte en fait. Parce que si on est là, oh, ça va aller, en fait, inconsciemment, on se met dans cet état de faiblesse. Alors que quand on a une personne en face de nous qui nous parle avec poigne, on se dit, ouais, c'est rien. On va se battre et puis ça va passer. Donc, ouais, non, chaque personne a eu son rôle. Et c'est vrai qu'à cette époque, je m'étais éloignée de mes amis. Je m'étais éloignée de mes amis parce que je m'étais dit qu'ils n'allaient pas me comprendre, que j'avais énormément de comportements exécrables dans le sens où moi-même je ne me comprenais pas. Donc, je m'étais éloignée d'eux un petit peu. Il n'y en avait que quelques-uns qui disaient, bah écoute, j'ai regardé sur Internet, j'ai vu ce que c'était. T'inquiète pas, je vais passer te voir. Si tu veux, sors un peu aussi. On va marcher, on fait... Voilà. Ils étaient peu. C'était très peu. Mais la majeure partie, j'ai décidé de prendre du recul et les laisser le temps que moi-même, je réapprenne à me connaître. Et qui puisse revenir dans votre vie. Exactement. Alors, on voit depuis le début de l'interview, vous parlez de votre maman, de comment elle vous soutient, Oui. comment elle est toujours là avec vous. Aujourd'hui, je dirais le lien que vous avez ensemble, certains me diront que c'est le lien entre une mère et une fille. Mais c'est un lien tellement puissant que même quand vous parlez d'elle, on voit toute l'émotion dans vos yeux, etc. Pouvez-vous nous en dire un peu plus de cette relation qui est incroyable entre vous deux? Oh, c'est gentil. Bah, en fait, cette relation n'a pas toujours été rose. Je dirais que la moitié de mon existence a été assez dure. Parce que voilà, ma maman, elle n'a pas toujours eu une vie facile. Elle n'a pas toujours eu une vie facile. Elle a eu à me gérer assez tôt. Elle m'a eu assez jeune. Donc, c'est vrai qu'elle a dû se forger vraiment une carapace, un caractère pour m'éduquer dans les meilleures conditions possibles. Et c'est vrai que quand je lui dis que la moitié de ma vie, on a été un peu comme chien et chat, vraiment, parce que j'avais l'impression qu'elle ne me comprenait pas, j'avais l'impression qu'elle voulait toujours être contre moi, qu'elle ne m'écoutait pas, qu'elle était toujours contre moi en fait. Voilà, mais avec du recul, c'est vraiment le comportement d'un enfant. Elle ne comprend pas, pourquoi elle ne me laisse pas faire ce que je veux, et en fait, il a fallu, c'est vrai que avant d'arriver à cette relation qui est tellement fusionnelle que moi-même j'ai peur pour mon futur mari, dans le sens où il a intérêt à être plus efficace qu'elle, parce que franchement, voilà, bon courage, et surtout la convaincre. Mais je dirais que cette balance où on est passé de chien et chat à voilà, mère-fille fusionnelle, ça a été l'une des périodes où j'étais au plus bas, je dirais. Et elle, pareil, elle traversait une phase très très dure de sa vie. Et il y a un moment donné, je pense que de part et d'autre, on avait un trop-plein. Donc on a décidé de s'asseoir et de se dire les quatre vérités. Mais ça a été la première fois, vraiment de s'asseoir en tant que mère-fille et pas en tant que maman qui parle à son enfant. Mais vraiment femme à femme. Et ça a fait la différence. C'est-à-dire qu'on s'est parlé à cœur ouvert. On s'est dit des choses qu'on ne s'était jamais dit avant. On s'est avoué des choses qui se sont passées qu'on n'avait jamais osé partager. Et en se dévoilant toutes ces choses-là, on comprenait petit à petit les comportements de chacun à certaines périodes. Et on en est venu à tellement s'ouvrir qu'on s'est retrouvés assises par terre à pleurer. Tellement c'était une libération. Et je me souviendrai toute ma vie de ce jour-là. On était dans la salle de bain, on a commencé à parler, on était beaucoup dans l'affront au départ. Beaucoup dans l'affront. Oui, mais toi, oui, mais toi, oui, mais toi. Toujours à se rejeter la faute. Et à un moment donné, on a calmé un petit peu, on a posé les armes. Et voilà, ça a commencé à s'asseoir sur le comptoir, s'asseoir sur la baignoire, on a commencé à s'asseoir par terre. Et là, les pleurs sont partis parce que voilà, au fur et à mesure, c'était un petit peu des chocs qu'on se faisait de part et d'autre. On se révélait, on se redécouvrait. Et à partir de ce moment-là, on a décidé en fait de réapprendre à se connaître. Parce que j'avais dit une chose à ma maman, je pense que ça l'a percuté.
Je lui ai dit, maman, tu me connais en tant que ta fille à la maison. Tu ne sais pas qui je suis dehors. Et c'est ce qui m'énerve. Parce que quand j'essaye de communiquer avec toi, tu me rabaisses directement à cet enfant qui ne connaît rien et dont la maman connaît tout, en fait. Et à un moment donné, j'avais arrêté d'échanger avec elle. Même, il se passait tellement de choses à cette époque, surtout à mon adolescence et en tant que jeune femme, jeune adulte. Il s'est passé énormément de choses. J'ai eu beaucoup de moments où j'étais en dépression, je n'en ai pas parlé. Beaucoup de moments où j'ai été blessée, je n'en ai pas parlé. Et au lieu de ne serait-ce que lui faire des appels de phare, j'étais soit très fermée, soit je lui parlais pas, soit j'étais exécrable. Elle me demandait quelque chose, j'étais énervée. C'était tout plein de trucs comme ça. Donc ce fameux jour où on s'est retrouvés au sol, à pleurer et à lâcher tout ce qu'on avait sur le cœur pendant toutes ces années, a été le jour révélateur, je dirais. Et on a réappris à se connaître, on a réappris à apprivoiser le caractère de chacun, mais en transparence, sans fake, sans chercher à cacher quoi que ce soit. Et ça a créé cette fusion qu'on a actuellement parce que, voilà, chaque week-end, on s'accorde, ne serait-ce que même pour faire les courses, on s'accorde un moment où on parle de tout, on fait le bilan un peu de... Comme des nafigis. Oh, t'as vu, cette semaine, il s'est passé ça au travail. Mais non, mais regarde, et ci, et ça. Et ma maman, aujourd'hui, elle connaît vraiment toute ma vie. Toute ma vie, même les personnes que j'ai pu fréquenter, etc., elle le sait. Et c'est elle qui me conseille, c'est elle justement qui fait en sorte que je sois stable, que je me perde pas, surtout. Et je pense que c'est un privilège énorme d'avoir une relation aussi fusionnelle avec sa maman, au point où, et je pense que ça a touché le monde entier, quand les gens ont vu ma maman dans le concours Miss Grand International. Elle a juste prouvé qu'elle était là pour sa fille, elle a juste prouvé qu'elle était prête à tout, parce qu'elle a littéralement quitté son travail pour venir vivre l'aventure à mes côtés, parce que de par mon hypersensibilité, qu'elle connaît, qu'elle apprivoise, qu'elle maîtrise, elle a senti que j'étais en détresse, que j'allais craquer. Elle a pris son billet d'avion dernière minute. 4 jours après, elle était à mes côtés. Et elle m'a accompagnée dans tous les backstage pour m'habiller, pour me masser à l'hôtel, pour ne serait-ce que faire des siestes à côté de moi, pour me recharger. Tous ces petits gestes que maintenant, dont j'ai besoin quand ma batterie est vraiment faible. Parce que j'ai ce qu'on appelle une batterie sociale. Une personne qui donne beaucoup. Maintenant que je maîtrise totalement mon cœur et mes émotions, je sais que ce qui me plaît, c'est de donner du bon, donner du sourire aux gens, partager que des good vibes avec les gens, sauf que en donnant autant, je m'affaiblis très vite. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je dois passer du temps avec ma maman ou avec mes proches pour me recharger, me rebooster et toujours donner un sourire à toutes ces personnes que je rencontre à travers le monde. Et ma maman est devenue un petit peu la mascotte de Miss Grand. Effectivement. Ah oui, elle est devenue la mascotte parce qu'on l'appelait maintenant Mama Friends. Mama Friends, incroyable, parce que j'avais pas de comité du coup. Le comité, on a décidé de se séparer au cours de mon aventure, donc j'ai dû tout faire par moi-même avec ma petite équipe. Et on a pu décrocher cette fameuse place avec tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Et ma maman a été vraiment le mentor, la présence physique qui a représenté toute une équipe qui était restée en France. Et ça a été ma plus belle présence, je dirais, parce que la différence entre la partie de l'aventure, elle n'était pas là. Pourtant, hein, j'ai vu ma best life. Vraiment, on voyait partout dans tous les contenus. Voilà, j'étais là, je faisais amuser la galerie et j'étais toujours souriante. Mais c'est vrai que le soir, on a juste envie de parler à quelqu'un qu'on connaît, à serrer quelqu'un dans les bras qu'on connaît. On est en colocation. Donc en fait, même le soir, tu ne peux pas être seule. Tu ne peux pas te ressourcer. Tu es avec ta roommate qui est là, qui elle aussi a sa famille qui lui manque, qui elle aussi a ses frustrations. Tu dois essayer de jauger, ne pas être la roommate désagréable qui veut tout couper, laisse-moi tranquille et va te coucher. Et moi, je suis quelqu'un qui a une grosse oreille. Ça veut dire que je vois juste ton expression faciale qui est triste. Même si je suis fatiguée, même si j'ai dormi 2 heures, je vais m'asseoir avec toi, je vais t'accorder le temps qui me reste pour que tu puisses te vider. Donc, le fait qu'à mon tour, après avoir énormément donné à toutes ces femmes, que ma maman vienne et qu'à mon tour, je puisse enfin pouvoir m'ouvrir, dire « Ouais, je suis fatiguée, maman, je sais pas, j'y crois pas trop. Et puis, il y a ça, et puis il y a ci qui se passe, et puis regarde les autres, et puis regarde moi. » Je commence à perdre confiance en moi, totalement. Elle m'a rattrapée par le callback, clairement. Et là, elle m'a dit une phrase qui résonne encore. C'était le jour de la finale.
Après, avant même la perruque, Mhm. j'étais mais dévastée. Mhm. Je voyais les filles avec toutes leurs équipes, Mhm. maquilleurs, coiffeurs, les habilleurs. Ils avaient des équipes entre Ok. 5 et des dizaines. Mhm. Moi, j'étais seule. C'est vrai, exactement. Et avec ma maman. Oui. Ma maman qui connaît rien au monde des Miss. Donc ça veut dire qu'elle était vraiment là avec son anglais jarrassé, mais elle faisait tout. Elle a été l'élément qui m'a amené le plus loin dans cette aventure. Je me coiffais toute seule. Eh oui. Si, Oui, quand très même, bon coiffeur. il faut. Hein. Oui, faut dire. Et à the end of the day, c'est vrai que quand je regardais tout le monde, toutes les autres filles, je me disais, au final, elles ont plus de stress autour d'elles qu'autre chose. Mhm. Moi, j'avais là mon havre de paix qui était à mes côtés À côté. et qui était juste là, Tout c'est à bien. mon service. Et elle était contente, même si elle encaissait beaucoup. Ah, elle encaissait beaucoup. J'étais dure. Mais c'est vrai que, voilà, encore une fois, j'essayais de gérer un maximum mes émotions, ça faisait beaucoup. Et puis on a fait le boulot. Et là, un boulot et qui a fait le tour du monde. Absolument. Un peu partout. Donc, on va parler de ça. Mais tout d'abord, félicitations Merci beaucoup. pour ces titres de Miss Grand France et de troisième dauphine pour Miss Grand International. Ouais. Donc, aujourd'hui, même, on peut dire entre guillemets que je suis vraiment désolée pour la Miss Grand International. Quand on t'a appelé dans ces deux événements, que ce soit Miss Grand France Mhm. ou à l'international, Ouais. qu'as-tu ressenti quand tu as entendu ton nom? Ma réaction a été. Il y a les vidéos qui tournent, hein, j'ai envie de dire. On peut les voir. Gros yeux qui sortent, la bouche qui tombe. Je regarde les filles. En fait, je sais pas pourquoi, le premier réflexe a été de chercher quelqu'un du regard, histoire de dire qu'est-ce qui se passe. Et je regardais les filles après. Histoire de dire, attends, c'est moi, on a appelé. Donc, j'avance vers. En plus, j'étais au milieu, bien au milieu, bien. Et je rigolais de nerfs. Je rigolais, je savais pas. J'étais là, je rigolais et j'arrêtais pas de sourire. Et je me suis dit, ça. Yallah t'a donné même plus que ce à quoi tu t'attendais, et ça a toujours été comme ça dans ma vie. Toujours. Je reste focus sur un objectif, je travaille pour, je me fais les causes, et Allah me donne toujours plus. Alhamdulillah. Donc franchement, par rapport à ça, j'ai été reconnaissante. Et là, entre le moment où comment dirais-je, entre le moment où on doit faire le passage des top 5, Oui. les questions, donc passage des top 5, je fais mon ralenti, j'oublie le circuit, donc je repars sur la scène, il faut que je redescende. Le moment où il y a les questions, où moi je suis là encore dans les nuages à me dire, attends, on m'a appelé, je suis dans le top 5. Et là, les questions, je me dis, ah mince, j'ai pas mon traducteur. Et je me connais, je suis très honnête avec moi-même. C'est vrai que vu que j'ai pas été habituée à parler anglais sur scène, je sais que le stress et surtout le choc émotionnel que j'allais potentiellement avoir allait m'empêcher d'avoir l'anglais fluide que je peux avoir dans la vie de tous les jours. Et ça va pas louper. Donc on me pose la question, oui, comme quelqu'un, je sais même plus c'est quoi la question. J'arrive, je fais mon speech, vraiment avec des bouts de phrases. J'explique un petit peu mon idée. Et là, mon cerveau, il dit, oh, limite, fuck off. Donc il y a un bug. Je suis là et je dis une phrase comme media don't talk about. Thank you. Et je suis partie. Là, à ce moment-là, vraiment, mon cerveau, il était fatigué. Il a dit, fuck off. Marque une pause. On n'est pas venu ici pour s'afficher. On n'est pas venu ici pour faire des... marque une pause. Thank you. Tu pars. Et même ça, c'est devenu viral. Les gens, ils ont dit, cette nana, jusqu'au bout, elle est elle-même jusqu'au bout. Oui. Elle en fait vraiment elle fait ça à sa manière, en fait. J'avais pas fake, j'avais pas cherché à dire des mots compliqués. On m'a pas donné de traducteur. J'ai fait ce que j'ai pu. Mes capacités se sont arrêtées là. Thank you, rentrons chez nous. Et ça m'a mené à la troisième dauphine. Franchement, la place de troisième dauphine, c'est tellement... Elle est bien. Pourtant, dans le monde, on me disait, oui, t'aurais pu faire mieux. Moi, ce que Yallah m'a donné, c'est ce qui m'était destiné. That's it. Histoire de, oui, t'aurais pu avoir la couronne, oui, même première dauphine, oui, deuxième dauphine. J'écoute même pas tout ça. Parce que je considère que le destin est déjà tracé, mais c'est à nous de faire les causes.
je considère avoir fait les causes, voire même fois 1000. Je ne m'attendais pas à avoir ce classement-là parce que je prétendais même à ce moment-là que d'autres personnes méritaient plus que moi. Et cette place-là, maintenant, je suis très très fière. Très fière. Et même si ça reste qu'un concours de beauté, pour moi, ça a été juste une plateforme où j'ai pu exprimer et véhiculer mon message. Ça a été un terrain sur lequel j'ai pu montrer mon identité, sur lequel aussi j'ai pu casser les codes, ces codes de Miss qui m'énervaient. Lisse, oui, sois belle, tais-toi, parle bien à la télé, sois belle en photo, sois belle dans les publicités avec les partenaires et pas lisse. Juste une personne qu'on place un petit peu partout. Je voulais montrer qu'une Miss, ça restait humain. C'est une humaine, c'est une femme, c'est une personne qui vit comme nous tous, qui va, je sais pas, qui sort, qui va en boîte, qui fait ce qu'elle veut, qui rigole à gorge déployée, qui a un copain, qui est, voilà, qui est elle va à la plage, elle danse, elle va tout le temps là comme ça. On sait avoir un comportement de Miss, on sait être vraiment ces femmes inaccessibles, ces femmes qu'on considère comme queen, ces femmes qu'on considère comme des diamants bruts. On sait se comporter comme tel, mais très peu, je considère, à l'heure d'aujourd'hui, de ce que j'ai pu voir, très peu arrivent à mélanger leur vraie personnalité à leur rôle de Miss. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé ma personnalité et j'ai ajouté mon rôle de Miss. C'est quelque chose de différent. J'ai vraiment gardé ma personnalité, c'est-à-dire même quand je m'exprimais, même quand je rigolais avec les gens, mon humour, qui est un peu un humour je sais pas, un humour international, je dirais. J'aime beaucoup taquiner, j'aime beaucoup, voilà, je suis très expressive, donc je fais beaucoup de grimaces, j'ai beaucoup de manières, j'ai beaucoup de, voilà, je suis là, quoi. Je profite du moment présent et j'aime bien faire réagir un petit peu les gens et passer de bons moments avec eux. Donc, le fait qu'en restant moi-même, j'ai pu être appréciée dans ce monde où on a eu l'habitude de toujours avoir les mêmes profils qui font et qui travaillent pour faire juste des performances nickel chrome sur scène, and that's it. J'ai pu marquer les esprits et imposer une autre vision qu'on peut avoir d'une Miss. Moi, c'est tout ce qui me va et je compte continuer à surfer dessus. Alors, on t'encourage vis-à-vis de ça, mais aussi le fait qu'il y ait énormément de personnes qui t'ont apprécié, qui ont partagé tes vidéos, qui sont abonnés à toi, etc. Euh, Dans le monde international, comme tu l'as souligné tout à l'heure, être Miss, c'est important. Mais aussi, c'est pas seulement le comportement ou le charisme, etc., mais plutôt la couleur de peau est quelque chose qui est très important en international. Aujourd'hui, en tant que femme noire, as-tu vécu du racisme ou t'as-tu fait sentir une seule fois que tu étais noire? Pas une fois. Voire même, on faisait que de me dire que c'est ma plus grande force. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment touchée dans le sens où, quand on me regarde, on me dit juste, mais tu représentes la femme noire, tu représentes juste les femmes du monde. C'est juste toi. Et je pense que c'est vraiment le fait que je me sois présentée à ce concours en étant moi, en fait. J'aurais très bien pu me plier à soi-disant les standards que j'aurais pu observer du concours, c'est-à-dire la belle chevelure bien brushingée, les tablettes de chocolat, les corps bien gainés, une éloquence mais parfaite, une tenue parfaite, un catwalk parfait, une photogénie parfaite, télégénie parfaite, tout parfait. J'aurais pu me calquer à ça. Ah, moi je suis partie avec de mes connaissances. Alors, en tant que femme noire dans le concours, c'est vrai que pour moi ça a été une force. On me l'a souvent répété, on m'a dit voilà, certes j'étais une femme noire, mais de par ma personnalité et surtout mon profil qui était atypique, je représentais bien plus que ça. Je ne pouvais pas être catégorisée que en tant que femme africaine, sachant que je représente la France. Donc c'est déjà, voilà, c'est déjà quelque chose qui est inhabituel. Donc sur ce point-là, je dirais que j'ai su user de cette force-là pour aller le plus loin possible. Et le résultat en est que j'ai pu toucher tous les cœurs à travers le monde, que ce soit de l'Amérique latine à l'Asie. J'ai pu toucher le cœur des femmes et même de toutes les personnes à travers le monde via ce geste que j'ai pu faire. Incroyable.
Alors, ma prochaine question, c'est Mhm. par rapport à ta vie personnelle comme professionnelle. Étant donné que tu as obtenu ces titres, tu es devenue une personne connue internationalement, mais aussi en tant que Miss, tu as beaucoup, beaucoup de choses à faire. Comment tu fais pour équilibrer, autant pour moi, ta vie privée comme ta vie professionnelle? Alors, je vais être honnête avec toi, c'est très dur. Ouais. C'est très très dur. En dessous de mon make-up full face, il y a des cernes, il y a voilà, un petit peu beaucoup de fatigue parce que je suis quelqu'un, encore une fois, de très perfectionniste. Donc, je veux être et sur les réseaux sociaux, et honorer mes rendez-vous, et si, et faire des projets, travailler avec des designers, et promouvoir le maximum de personnes. Et je dors pas beaucoup. Sachant que pour le moment, je continue à travailler dans l'entreprise dans laquelle je travaille, donc au laboratoire. Et en fait, entre mon télétravail, le monde des Miss, le monde sur les réseaux sociaux, ma vie personnelle, si on n'a pas la tête sur les épaules, ou ne serait-ce qu'un certain recul, on s'y perd très vite. Mais c'est des sacrifices, c'est voilà, parfois de la frustration, mais c'est toujours pour de la bonne cause. Et pour le moment, je dirais que grâce à mon équipe, donc Angela, Maëva, Shiraz, qui m'accompagnent tous les jours, je peux souffler quand même parce que les choses avancent. Tout ce que l'on fait, ça nous mène à quelque part. On ne fait pas ça de façon hasardeuse, on a un objectif. Et c'est la raison pour laquelle, franchement, pour le moment, je n'ai pas du tout à me plaindre. Alhamdulillah, bien au contraire. Alors, en parlant de Miss, de ta vie professionnelle et personnelle, là, on parle que de la Miss Safid. Mhm. Mais hormis ça, tu es une femme engagée. Mhm. Engagée dans une association que tu as mentionné être dedans avec ta maman, qui est l'association APECH. À pêche, Voilà. absolument. Donc, c'est une association et j'aimerais que tu nous en parles un peu plus, que tu nous expliques ses missions, les projets que cette association a. Alors, APECH, le nom a été choisi tout simplement pour définir l'aide aux parents d'enfants en situation de handicap. Donc, cette association est vraiment axée sur les parents pour les accompagner à travers voilà, l'éducation de leur enfant. Parce qu'il est vrai que lorsqu'on accouche d'un enfant handicapé, on n'a pas forcément connaissance de l'handicap. On le découvre parfois à la naissance. Il se développe parfois sur les premières années. Et en tant que parent, on est voué à faire plus de sacrifices, mais surtout à faire face à des démarches administratives qu'on ne pensait jamais faire. À penser à, oh, ok, mon enfant, est-ce qu'il va pouvoir bien s'intégrer dans la société? À penser à tout ce qui est en fait, c'est des choses qui prennent beaucoup, beaucoup de force aux parents et ça les impacte énormément psychologiquement parce que malheureusement, il n'y a pas de démarche claire, administrativement parlant, pour accompagner ces enfants-là. Donc, les parents se retrouvent un petit peu démunis. Ils sont un peu perdus parce qu'ils veulent que le meilleur à leur enfant, mais ils ne savent pas par où commencer. Ils ne savent pas quel chemin emprunter, ils ne savent pas à qui s'adresser pour pouvoir avoir le meilleur encadrement à leur enfant. Malheureusement, je vais parler ici du Sénégal, ici les enfants en situation de handicap sont considérés comme djinns. Ça, c'est quelque chose malheureusement qu'il faut qu'on arrête. Ce n'est pas parce que malheureusement un enfant est atteint d'handicap qu'il est forcément djinné. Et ce n'est pas parce qu'il est atteint d'un handicap qu'il ne peut pas s'intégrer plus tard. Il suffit de l'accompagner, il suffit de tout simplement croire en lui et de lui offrir les opportunités qu'il mérite. Et pas tout simplement dire, bon bah, on va l'éduquer et puis advienne que il y a le barna. Non. Cet enfant mérite aussi d'avoir une vie normale, comme tous. Il mérite aussi d'être intégré. Et tout ça, ça passe par qui? Les parents. C'est la raison pour laquelle on a décidé de monter cette association avec ma maman, parce que mon petit frère aussi est différent. Et on est passé par tellement de phases pour qu'aujourd'hui, il soit l'homme fier, affirmé et indépendant qu'il est aujourd'hui. Il a son permis, il travaille, il gère son argent. Et pourtant, avant, on n'aurait jamais pu penser qu'il soit capable de faire tout ça. Mais juste parce qu'on l'a accompagné, juste parce que ma mère, elle est plus de que moi, on a secoué ciel et terre pour que mon frère ait l'accompagnement, l'éducation qu'il mérite. Et aujourd'hui, même si il y a encore quelques détails, parce qu'on est perfectionniste, il y a encore quelques détails à travailler, mon petit frère, il peut s'en aller dans la société, tout seul. Et ça, on veut offrir cette chance-là à tous les parents
qui souhaitent du coup nous joindre dans cette association. L'association est encore en développement. On est à la recherche de partenaires, on est à la recherche de sponsors, que ce soit en France, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Congo. En tout cas, on cherche vraiment des personnes prêtes à investir dans notre association et à accompagner ses parents. Parce que les enfants, il y a des structures pour les enfants. Il y a des centres d'éducation spécialisés pour les enfants. Mais les parents dans tout ça, on les oublie très souvent, Beaucoup. alors que c'est les piliers Beaucoup. des enfants. Donc, à travers APECH, on espère pouvoir accompagner un maximum de parents. Et je fais un appel directement à la caméra à toutes les personnes qui souhaitent investir dans cette association, toutes les personnes qui souhaitent nous accompagner dans le développement de ce projet. Vous pouvez nous contacter directement sur mon Instagram ou alors sur le compte Instagram APECH. Et ensemble, on pourra faire de très belles choses. Donc voilà. Donc, magnifique Merci. par rapport à cette association, ce qui vous permettra d'ailleurs, vous qui êtes en train de nous regarder, de mieux connaître ce que c'est cette maladie de l'autisme, parce qu'il y a énormément d'enfants ici au Sénégal qui souffrent de l'autisme, mais les parents ne savent pas réellement ce que c'est, et à savoir aussi que l'autisme a plusieurs étapes. Exactement. Il y en a qui sont moyens, il y en a qui sont Plus beaucoup sévères. plus sévères, etc. Mais ça n'encadre pas seulement les enfants autistes. Nous, on est beaucoup plus qualifiés parce qu'on a été amené à éduquer un enfant qui a été atteint de cet handicap. Mais aujourd'hui, on le voit, on ne peut même pas deviner qu'il l'a été. Et pourtant, il l'est toujours. Mais, masha'Allah, alhamdulillah, on encadre vraiment tout type d'handicap, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit psychique. On essaye vraiment d'encadrer un maximum. On n'exclut pas les handicaps, on les englobe. On est vraiment axé sur les parents. Quel que soit l'handicap de leur enfant, c'est le parent. C'est le parent, c'est accompagner le parent dans l'éducation de leur enfant. Donc, sur ça, on espère vraiment pouvoir développer quelque chose de grand. Donc, invitons tous les parents à aller faire un tour sur les réseaux sociaux et mieux connaître l'association qui est là pour les aider, les accompagner. Alors, une autre question pour moi, et je vais englobaliser l'association et aussi les concours de beauté. Pour les jeunes filles aujourd'hui qui sont ici en Afrique, à qui il y a l'harcèlement, autant pour moi ici en Afrique, mais qu'on banalise beaucoup, qui sont harcelées par rapport à leur taille, la couleur de leur peau, etc. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour les encourager à participer à ces concours de beauté, mais aussi ces enfants qui veulent participer et donner leur aide pour créer des associations, parce qu'il y en a énormément au Sénégal, mais des conseils pour les accompagner. Alors, je vais m'adresser directement à la caméra, à vous toutes, vraiment, à vous toutes jeunes femmes qui souhaitez vous développer, que ce soit dans le monde des Miss, que ce soit à l'école, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans votre carrière. S'il y a bien une chose que je souhaite vous transmettre et vous dire, c'est soyez audacieuses. Vous êtes des femmes fortes. À partir du moment où vous êtes en accord avec vos idées, à partir du moment où vous êtes battante, motivée et que vous êtes prête à vous imposer dans n'importe quel domaine, que ce soit associatif, professionnel ou même personnel, allez-y. Maintenant, je suis ici pour vous conseiller, vous inspirer. Je cherche à être votre source d'inspiration. Si vous souhaitez suivre mes pas, faites-le. Mais dans tous les cas, je ne vous lâcherai pas. Je serai toujours là pour vous rappeler que vous êtes des femmes fortes, vous êtes uniques et vous êtes là pour marquer les esprits à votre tour. Et s'il y a bien aussi un petit truc que je pourrais ajouter, je ne sais pas quand est-ce que vous allez poster du coup ce podcast-là, mais c'est une petite surprise que j'ai dit en exclusivité. J'organise une masterclass ce dimanche 29 décembre, 3 heures avec vous, vous et moi, pour que l'on parle de self-love, pour que l'on parle de confiance en soi, pour que je vous apprenne à marcher, à vous imposer, ne serait-ce que dans la rue, rien que par votre prestance, votre charisme. J'ai organisé cette masterclass, la toute première que je fais ici au Sénégal. Alors si vous voulez vous inscrire, vous pouvez cliquer sur le lien dans ma bio, sur mon compte Instagram et vous joindre à moi. Après ça, je partirai, je reviendrai qu'en 2025. Alors si vous voulez commencer l'année 2025 en beauté, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc moi-même, je vais m'inscrire. Je vais aller voir le lien sur la bio pour m'inscrire dessus. Avec plaisir. Alors, pouvez-vous nous parler de vos projets? Mes projets, j'en ai tellement. Je vais être assez droite. Je suis une femme qui fait extrêmement confiance à Allah. C'est-à-dire que j'ai des objectifs, j'ai des envies, j'ai des domaines que j'aimerais toucher du doigt.
mais je suis extrêmement à l'écoute de mon environnement. C'est-à-dire que je me laisse porter par les opportunités qui viennent à moi. Certes, je veux être une source d'inspiration pour le monde entier. Je veux être une femme influente, je veux être actrice, je veux être présentatrice, je veux monter une entreprise, je veux créer plusieurs associations, je veux être dans l'humanitaire, je veux faire énormément de choses. Je ne suis pas une femme qui reste axée sur le physique, sur le superficiel, je veux être sur tous les terrains. Et je souhaite être ce qu'on appelle, dans ce que j'appelle moi, une femme hybride. Une femme qui peut être sur tous les terrains. C'est mon souhait. Par la grâce du Tout-Puissant, je le laisse tout simplement me porter là où il est mieux pour moi. Mais sinon, j'ai beaucoup de projets que je vais taire pour le moment et pour lesquels je vais continuer à bosser. Mais voilà, un petit clin d'œil pour tous ces domaines-là. Actrice, présentatrice, showbiz, tout ça, caritatif. Vous savez que je suis ouverte à tout. Et n'hésitez pas si vous avez des propositions. Et là, n'hésitez pas, en tant que présentatrice surtout. Alors, c'est ma toute Je dernière ne veux pas prendre question. ta place, Yotamit. Non, non. Tu es Ah, très on bien va quand même. partager. Alors, pour terminer cette émission, ma toute dernière question, je vais poser si voilà. Parce qu'il faut que nous tamit nan nga wax ñu polémique bi dafa bëri sur les réseaux sociaux. Ça fait tout. Sénégalaise, congolaise. Ah non, il y en a qui disent non, la beauté c'est une beauté sénégalaise, d'autres qui disent que non, tar bini, tar congolais. C'est comment? Faut nous expliquer. Eh ben, je suis tout simplement sénégalo-congolaise. Jeex na tàkk. C'est tout. Mélanger. Va mélanger, un bon mélanger là. Peut-être la beauté sénégalaise parce que je suis copiée-collée de ma mère. Ah oui, magnifique. Carrément, si on peut la faire venir ici, on la met côté. Magnifique. Ñëwal. On l'a vu. Ñëwal. J'aime bien lui faire des surprises comme ça sur Comme le ça. plateau. Elle déteste ça. On s'en met Viens, Kai, ici. Ici. Viens. Est-ce qu'on affiche comme ça les gens? Je sais pas. Assieds-toi. Ah, mais c'est À vrai. côté de Oh moi. là là là. Une jumelle, faut dire. Jumelle. Une Donc, jumelle. sama yaay la. Machallah. Voilà. Pure sénégalaise, Diogo. Voilà. Et je te laisse ajouter des détails sur d'où je viens, de notre famille, de ton Sachez côté. juste qu'il n'y a pas plus sénégalaise qu'elle parce que c'est la descendante directe de Djibril Diop Mambéty. Donc, Cinéaste. Ah, Et, incroyable. écrivain. Machallah. Absolument. sa Et petite fille, elle Ah est là. oui. Oh là 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 là. voilà. Donc voilà. Et le côté congolais, peut-être dans ma personnalité, peut-être dans ma jovialité, je ne sais pas. Après, on peut pas dire le contraire. Les Sénégalais sont tout aussi joviales, sont tout aussi drôles aussi. Donc, en soi, je suis un mélange des deux et on a juste à regarder mon nom et mon prénom. Oui. That's it. Donc voilà. Magnifique. Alors, je te laisse dire au revoir. À un moment, tu peux rester avec nous, hein, tu vas oublier Avec de peu fuir. Kon ma bàyyi la nga tàggatoo ak ñi ñuy seetaan et surtout, moi, j'aimerais bien savoir la tenue. Moi, j'attends que ça. Lol, may Oui. ma place. Kay, jógal. Hey, may ma place. Mu wane tenue bi. Ah Je suis là. Faut Alors, que nous montre ça. bien sûr, Magnifique. nous avons ici, on va commencer par les accessoires. Les accessoires de chez Cortanassi. Donc, nous avons une bague ici. Cortanassi officielle. Magnifique. Voilà. Créée par Seynabou. Voilà, Seynabou. Et la robe de chez Adama Awa. Elle m'a habillée là majoritairement pour les interviews que j'ai fait ici au Sénégal. Magnifique. Une robe en soie avec le petit froufrou. Very demure, very mindful. Yernata. Ah oui, les boucles Les d'oreilles boucles, aussi. oui. Cortanassi. La coiffure. La coiffure, man. De moi-même. Voilà. Donc, je te laisse dire au revoir aux internautes de Wow Africa TV. Alors, écoutez, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci à toute l'équipe ici présente de nous avoir accueillis. Maintenant, c'est un honneur de pouvoir faire ce médiatour ici au Sénégal. Et s'il y a bien une chose que je souhaite dire à toutes ces personnes qui nous ont regardés, j'espère que ça vous a plu, que vous en avez su un petit peu plus sur moi. Voilà, dans chaque interview, il y a toujours des détails que j'ajoute et que je n'ai pas dit dans les précédentes. Donc, il y a toujours un inédit. Et j'espère que vous avez apprécié ça. En tout cas, je vous fais tout plein de bisous. Prenez soin de vous, s'il vous plaît, où que vous soyez et quoi que vous fassiez, marquez les esprits et soyez audacieux. Ça va vous mener très loin. Tout plein de bisous et prenez soin de vous.
Soyez audacieux. Voici le message de la Miss Safietou Kabengele qu'on a eu l'honneur de recevoir aujourd'hui sur le plateau de l'émission Le Micro aux femmes. J'ai été honorée de pouvoir discuter avec elle, de mieux la connaître et d'apprécier cette personne aussi humble et humaine que j'ai eue en face de moi. Merci beaucoup à toute l'équipe technique de Wow Africa TV qui était là. Je vais citer les noms. J'ai Papi que je remercie ici. Je remercie Diaga et toutes les autres personnes qui sont ici. Monsieur Dia aussi, je remercie beaucoup. Je remercie Yara qui m'a beaucoup soutenue. Merci beaucoup à Sachine. Merci beaucoup à la maman de Safietou qui était là aujourd'hui et qui nous a beaucoup soutenus avec les vidéos et les petites photos à côté. Merci beaucoup à vous encore une fois de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Balia Beauty pour cette magnifique perruque. Même si j'aurais pu me raser la tête comme Safietou pour mieux Quand même. la recevoir. Non, on est toutes belles à notre À notre manière. manière. Donc, C'est le merci principal. beaucoup à vous tous et je vous donne rendez-vous très bientôt dans un autre numéro de Micro aux femmes avec une autre femme indépendante, gracieuse, mais aussi entrepreneuse. Prenez bien soin de vous. Au revoir.